Je voyage beaucoup sans trop entrer dans les détails de ma vie et de ma carrière. Je dirais que mon travail finit par m'emmener partout dans le monde. J'ai visité à peu près tous les continents de la planète, à l'exception de l'Antarctique, et le nombre de pays dans lesquels je n'ai pas mis les pieds diminue rapidement chaque année. C'est absolument incroyable car j'ai pu voir et participer à tant de coutumes, de cultures et de modes de vie différents. Une chose que j'aime toujours faire est d'acheter un souvenir à emporter chez moi, une sorte de souvenir pour marquer ma première fois dans un nouveau pays, que je peux sortir de l'étagère et regarder quand la nostalgie me frappe. Cela peut être n'importe quoi, qu'il s'agisse d'une figurine décorative, d'un verre ou d'un livre. C'est là que la raison pour laquelle je poste ici intervient. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai été envoyé en Algérie pour aider à superviser une transaction commerciale dans laquelle un client était impliqué. Les principales transactions avaient été conclues et après quelques jours d'exploration de la capitale d'Alger, j'ai décidé de faire une dernière promenade dans l'un des nombreux bazars. J'étais arrivé à une porte en parcourant la veille de mon vol de retour aux États-Unis, j'avais déjà en tête de trouver quelque chose pour acheter un souvenir et je me suis donc promené devant les vendeurs de fruits et de divers aliments à la recherche de quelque chose d'intéressant. En passant devant la table qui vendait divers articles et des bobs, mon attention a été attirée par un vieux journal relié en cuir, fermé hermétiquement par ce qui semblait être une sorte de fermeture à ceinture. Le cuir semblait extrêmement abîmé et usé, comme s'il avait été exposé au soleil brûlant du désert pendant des décennies. Les bords des pages que je pouvais voir étaient jaunis par le temps. Ma curiosité a été à son comble. Je l'ai pointé du doigt et j'ai demandé au vendeur d'où il venait, ce qui est assez étrange. Il semblait réticent à dire exactement où et quand il était entré en sa possession, se contentant de dire qu'il l'avait découvert par hasard lors de ses voyages. Ma curiosité étant désormais fermement dans la zone rouge en raison de sa nature mystérieuse, je me suis renseigné sur son prix. Il ne m'avait pas plutôt donné un prix que je lui ai fourré l'argent dans la main. C'était pratiquement une aubaine. Cependant, j'avoue qu'une chose m'a pour le moins énervé. Alors que je me précipitais en direction de mon hôtel, je suis tombé par hasard j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai découvert que l'homme me regardait. Un regard étrange, presque intense, est apparu sur son visage. Cette nuit-là, mes bagages ont été emballés, allongé dans mon lit, je me suis retrouvé incapable de dormir après avoir essayé de tenter le marchand de sable pendant quelques heures. J'ai finalement abandonné et, voulant quelque chose pour passer le temps, j'ai pris le journal, je l'ai débouclé et je l'ai ouvert à la première page. À ma grande surprise, j'ai découvert que les entrées étaient en anglais. Le journal avait appartenu à un explorateur et aventurier britannique dont le nom, selon l'inscription au dos de la couverture, était Liam Wentworth. Les dates à l'intérieur s'étendaient de la fin des années 1940 au début des années 1950 et j'ai lu chaque page avec une attention particulière. Des images extraordinaires tourbillonnaient dans mon esprit pendant que Liam me racontait des expéditions poinçonnées de l'Europe continentale à l'Afrique. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire alors que l'excitation contagieuse dans son écriture m'entraînait de plus en plus loin dans le passé et j'ai presque souhaité pouvoir être transporté dans le temps pour le rejoindre, c'était jusqu'à ce que je commence à lire le dernier journal d'expédition du journal. Dès la première entrée, je pouvais dire qu'il y avait quelque chose de différent dans ce voyage particulier. Quelque chose dans les mots de l'homme m'a rempli d'un sentiment inexplicable de malaise et au fur et à mesure que les entrées avançaient, j'ai ressenti tout sentiment d'excitation et je me suis demandé pourquoi il avait disparu comme une victime d'une inondation. Le malaise initial a d'abord été remplacé par de la tension, puis par un étrange sentiment de paranoïa et finalement, même si je déteste l'admettre, par la peur, un sentiment palpable de peur, une terreur existentielle que je n'avais jamais ressentie auparavant, une peur qui a dressé tous les poils de mes bras et même dans la sécurité de ma chambre d'hôtel, m'a fait allumer toutes les lumières, bannissant toutes les ombres dans les coins, en particulier parce que les dernières pages écrites sont tachées d'un liquide séché depuis longtemps que, Dieu, j'espère toujours, n'est pas ce que je pense. Et lorsque mon avion a décollé de Harari Badin le lendemain matin, ma fenêtre m'a donné un vue dégagée sur le désert algérien tentaculaire s'étendant au loin. J'ai involontairement frissonné pendant des mois, je ne savais pas quoi faire. J'ai envisagé d'apporter le journal à un historien ou à un musée pour vérifier son authenticité, mais j'ai peur qu'il soit simplement considéré comme un canular ou un faux. Quelques amis et connaissances à moi avec qui j'ai partagé un peu du contenu l'ont rencontré. Avec la même réponse, ce doit être un coup juste, quelque chose pour effrayer celui qui l'a acheté, ou j'ai encore fait certains des pires cauchemars de ma vie, des rêves horribles qui me réveillent couvert d'une couche de sueur même des mois plus tard. Finalement, j'ai décidé de simplement le partager. Ceci est transcrit exactement comme écrit à l'origine et sont toutes des entrées pertinentes de la dernière expédition de Liam. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et s'il y a une once de vérité
Dans ce qui est écrit ici, même si cela pourrait me coûter du travail à l'avenir, je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans cette partie du monde. Lundi 23 juin 1952, après un repos de 4 mois, une autre aventure est à portée de main. Il y a 15 jours, j'ai reçu un appel à la maison d'un riche magnate américain des affaires du nom de Tali. Apparemment, M. Danva s'était vanté de mes qualifications, une aide précieuse lors de son expédition à Maragna. Lors d'un déjeuner avec lui et Canton m'a parlé d'une entreprise similaire que l'homme souhaitait entreprendre dans un pays voisin de l'Algérie. Il m'a immédiatement recommandé à lui. J'étais déjà intéressé quand il m'a fait part de ses intentions et après qu'il m'ait cité le cachet qu'il paierait, j'ai accepté à la hâte le montant d'argent offert et le genre d'argent que même peu de stars de cinéma dans le pays reçoivent. En effet, c'est le triple de ce que Diana Dor aurait été payée récemment pour un rôle dans la dernière page. Avec la santé de ma chère sœur toujours en mouvement, c'est un montant que je serais fou de refuser, et donc après beaucoup de planification et des vols de correspondance ultérieurs depuis Londres, je suis maintenant dans la ville d'Aller où le reste de notre groupe s'est rassemblé. J'ai d'abord rencontré Tali alors qu'il me rassemblait juste à l'extérieur de l'aéroport. Un type dégingandé aux cheveux noirs clairsemés. Il m'a immédiatement semblé inexpérimenté avec de telles expéditions. Cela m'a un peu mis à cran, si je peux être franc. Trop de groupes ont tragiquement échoué à cause de tels sponsors. Pourtant, alors que j'étais emmené dans un café voisin et présenté au reste de l'équipe, je me suis senti quelque peu soulagé par les visages qui nous ont accueillis. 3 des 9 membres de l'expédition sont ceux avec qui j'ai déjà travaillé. Saint, un géant imposant d'un air OR, un Allemand calme mais intimidant, et Moretti dont le comportement vantard cache parfois à quel point l'Italien peut être un leader brillant. 3 des 4, à l'exception de moi et de Tali, sont des personnes dont j'ai entendu parler dans des cercles similaires. Blake est l'archéologue du groupe, un compatriote britannique et une brune séduisante qui semble devoir être sur un écran de cinéma au lieu d'être ici. Le médecin du groupe, un type qui a gagné les cicatrices sur son visage de son temps à la guerre, et Samir est l'un de nos 2 guides, un homme dont les cheveux et la barbe en bataille ne semblent pas correspondre à l'intelligence que je vois derrière ses yeux. Le dernier membre du groupe est notre 2e guide, un jeune homme presque maigre, pas plus âgé que 20 ans, dont on m'a dit qu'il s'appelait Eka. Il a parlé quand les présentations ont été faites. Au lieu de cela, il nous a simplement fait un signe de tête. Je trouve qu'il me donne une sorte d'aura inconfortable, mais selon Tal et Moretti, il est indispensable à notre objectif ultime qui est. Lorsque la discussion a dérivé vers notre objectif ultime à voix basse, Tali s'est penché et nous a raconté une histoire qu'il avait découverte lors de ses transactions dans la région. Il avait fait allusion à un grand trésor perdu dans le désert il y a des décennies au téléphone, mais en l'écoutant extrapoler, j'ai senti ma mâchoire tomber. Selon les récits, il y a une quinzaine d'années, un groupe de soldats appartenant à la Légion étrangère française à la recherche d'un refuge était tombé sur une forteresse construite dans une vaste chaîne de montagnes vieilles de plusieurs siècles. La structure avait été abandonnée et après avoir découvert qu'une pompe reliée à une source d'eau souterraine quelconque, les soldats avaient installé un camp de base complet avec radio et arsenal. Ils sont restés en contact avec leurs supérieurs pendant environ 5 mois, faisant des rapports périodiques et demandant des fournitures, puis au 6e mois le fort est devenu silencieux. Peu importe combien de temps il a été salué, personne n'a jamais répondu aux appels radio. Un groupe de renforts avait été envoyé pour essayer de déterminer ce qui leur était arrivé, mais ils semblaient également disparaître dans le désert. Finalement, tous les hommes ont été déclarés perdus au combat. Ce n'aurait pas été la première fois que des soldats avaient trouvé la mort du côté des épées et des fusils locaux. Après tout, craignant de nouvelles pertes, le fort a été déclaré zone hostile et toute nouvelle tentative de l'atteindre a été interdite au fil des années. Et avec les hauts débuts de la guerre, l'emplacement du fort et les rapports à son sujet ont été perdus dans la confusion, d'autant plus que quelqu'un de haut placé l'avait apparemment rayé de toutes les cartes et des archives publiques. Mais après avoir entendu les histoires, Tali avait utilisé ses relations pour obtenir l'une des seules cartes restantes qui marquait son emplacement. J'ai haussé un sourcil et lui ai demandé comment tout cela était lié à ce qu'il m'avait raconté. Les rapports sur un vaste trésor perdu. Un sourire presque enfantin s'est répandu sur le visage de Tali. Tu n'as pas encore entendu la meilleure partie, mon cher garçon. C'est à ce moment-là que la vérité est tombée. Selon un rapport radiophonique du commandant du fort, ils avaient trouvé dans les entrailles du fort une pièce qui, une fois percée, avait révélé une quantité stupéfiante de bijoux, de pièces de monnaie et d'autres trésors. La valeur monétaire exacte n'avait jamais été calculée, mais vu que la majeure partie de la horde remontait à l'Empire ottoman, cela devait être une somme énorme. À ce stade, notre sponsor avait toute notre attention et le rêve d'être à jamais enregistré dans les livres d'histoire dansait dans nos têtes. C'est à ce moment-là que Tali nous a révélé le fait le plus important de cette expédition. Si nous localisons le fort et découvrons que le trésor n'était qu'une histoire, ou si nous ne le trouvons pas du tout, vous serez tous payés le montant exact que je vous ai indiqué. Il a commencé à pétiller ses yeux, mais si nous le trouvons, chacun de vous recevra une part égale du trésor en plus de vos noms écrits à jamais comme les découvreurs. Dire que vous auriez pu entendre une mouche voler parmi nous serait un euphémisme grave. Pendant un moment, personne n'a parlé.
J'ai été le premier à ouvrir la bouche. Oui, bon sang, oui, comme si mes mots avaient été une sorte de catalyseur. Tout le monde a exprimé son accord. Tali a rayonné. Il savait qu'il nous avait piégés et il s'en est délecté. Il nous a dit que nous embarquerions dans un avion à destination de Salah le lendemain. De là, nous continuerions en Land Rover dans le désert lui-même. Sur ce, il nous a souhaité une bonne nuit et nous sommes retournés avec Morty à leur hôtel. Après quelques verres, le reste d'entre nous s'est également dispersé. Maintenant, je suis assis ici, regardant par la fenêtre la lune montante avec mon stylo. Je suis plus que ravi à l'idée de devenir riche au-delà de mes rêves les plus fous, de pouvoir payer tous les médicaments et procédures de ma sœur, sans parler de mes propres frivolités et fantasmes est enivrant, et pourtant je ne peux m'empêcher de ressentir un fort sentiment d'appréhension à propos de ce qu'on m'a dit ainsi. Que du fait que deux groupes différents de soldats semblent simplement disparaître sans laisser de traces, cela me fait réfléchir même si j'essaie de le repousser un petit. Murmure de terreur m'envahit, j'imagine les hommes portant la nuit des fusils pointés frénétiquement dans l'obscurité. Quelque chose se dirige vers eux, mais sûrement tout ce qui leur est arrivé il y a si longtemps, toutes les personnes qui leur ont fait du mal sont sûrement parties, ce qui signifie que nous devrions être parfaitement en sécurité. Je m'inquiète trop. Mardi 24 juin 1952, j'ai écrit cette entrée à la lumière du feu à côté de mon tente, et la seule chose qui bannit l'obscurité presque impénétrable qui traque les bords des braises vacillantes. Tôt le matin, juste avant le lever du soleil, notre équipe a embarqué dans un avion charter et s'est envolé vers le sud jusqu'à l'île d'Isla. Nous y avons trouvé 2 Land Rover à la peinture chatoyante et fraîchement sortis de la chaîne de production à Solol. Ils avaient été spécialement commandés par Tali pour le voyage. Des provisions et suffisamment de carburant pour nous durer une quinzaine ont été chargés à bord, et après nous être calés à l'intérieur de l'espace qui restait, nous sommes partis en direction de l'ouest en suivant la route qui passe devant des villes portant des noms tels que G et Olaf. Finalement, nous avons dépassé Rugan et après un dernier regard en arrière vers la civilisation, nous avons quitté la route et nous sommes dirigés vers le désert lui-même. Dire que la chaleur intense rivaliserait avec les flammes de l'enfer lui-même ne serait pas un euphémisme. Le soleil battait sans pitié sur nos véhicules, les transformant en saïre, et alors que nous essayions de conserver nos réserves d'eau, nous avons tous ressenti les premiers signes d'épuisement dus à la chaleur. Après nous être arrêtés pour étancher notre soif rapidement et après avoir suivi le liquide béni avec le déjeuner, nous avons continué alors que le soleil se couchait dans français le ciel. Alors que je roulais avec Tali, j'ai eu l'occasion de lui poser des questions à propos de T. L'homme me donnait toujours un mauvais pressentiment et je lui ai demandé pourquoi il était si important pour notre expédition après tout ce que j'avais demandé. Samir ne ferait-il tout simplement pas un guide assez décent? C'est alors qu'il m'a révélé le secret entourant l'homme. T était l'un des rares hommes encore en vie qui avait vu le pour de ses propres yeux, ou du moins c'est ce qu'il prétendait avoir raconté à Tali d'une époque où il était un petit garçon voyageant à travers le désert avec son père et son grand-père et espionnant l'horizon. À acheter le sommet de la chaîne de montagne comme une sentinelle, la structure imposante, ses 2 aînés l'avaient mis en garde contre elle en lui disant que c'était un endroit maudit. Tas de taureaux superstitieux locaux. Tali m'a dit en agitant une main comme pour repousser physiquement les mots. Pour ma part, je ne croyais pas non plus en de telles choses, et pourtant à ces mots j'étais incapable de réprimer le frisson qui a parcouru légèrement ma colonne vertébrale. Cela semblait trop coïncident, trop proche du sentiment de terreur qui m'a envahi la nuit dernière. Une seconde pensée m'est venue à l'esprit comme pour repousser les émotions que j'ai demandé sans savoir si le jeune homme disait la vérité. Comment il pouvait être sûr qu'il ne nous attirait pas simplement dans le désert pour un but sinistre? Avec un petit clin d'œil presque dissimulé, il a soulevé sa chemise révélant un pistolet caché sous un étui. Il m'a informé que plusieurs autres étaient également armés et qu'un fusil de chasse et des munitions étaient parmi nos provisions. Liam, mon garçon, détends-toi, j'ai pensé à tout, nous serons prêts, que les locaux nous réservent des surprise ou que l'un de nos guides profite simplement du voyage. En attendant, je prie pour que sa confiance ne soit pas mal placée. Nous sommes loin de l'endroit où quelqu'un pourrait nous aider si les choses devaient mal tourner, et ce n'est pas tout. Je suis le seul membre de notre groupe encore éveillé. Tous les autres se sont retirés dans leur tente, ou dans ce cas de T et Samir dans les Land Rover pour dormir. Les seuls sons que j'entends sont le crépitement du feu et le doux son presque solitaire du vent sifflant dans l'obscurité, et pourtant je ne peux m'empêcher de me sentir observé. Même si nous sommes certainement les seules personnes pour des kilomètres, j'ai l'impression que des yeux sont sur moi, sur nous tous. C'est un sentiment qui est des plus indésirables, et cela me fait à nouveau m'interroger sur le sort qui est arrivé aux soldats français. Je me retrouve à lancer des regards dans l'obscurité. Toutes les quelques lignes, je suis presque convaincu que je verrai des yeux me fixé depuis l'obscurité. Même si je ne le veux pas, je dois me retirer dans ma propre tente. L'aube sera là bien assez tôt et nous aurons besoin de toutes nos forces pour les prochains jours. Jeudi 26 juin 1952, après une deuxième journée à conduire tout droit et à suivre à la fois une carte et des directions que Samir nous dit que T nous avait donné. Comme l'homme ne parle pas anglais, nous semblons être enfin arrivés au pied d'une chaîne de montagnes. Selon Tar, ce sont les montagnes en question et nous ne sommes plus très loin maintenant. Moins d'une journée, je tends le cou pour regarder les murs imposants qui s'élèvent plus haut au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas un bon estimateur de telles choses,
Mais je ne serais pas surpris si le sommet se trouvait à des centaines de pieds au-dessus de nous ou plus. Si le fort est réel, alors comment pouvons-nous y accéder depuis ici-bas? Toutes ces questions devront bientôt trouver une réponse. Pour l'instant, je vais m'asseoir avec les autres, dîner et dormir. Si on nous dit la vérité, demain sera le vendredi 27 juin 1952, c'est réel. Je trouve que même en écrivant ces mots, j'ai l'impression que je vais soudainement me réveiller d'un rêve et pourtant, juste là, devant mes yeux, se trouve la fichue chose. Je disais en effet la vérité et elle ressemble exactement à ce que j'ai entendu. La structure est parfaitement nichée au sommet et de même parmi les montagnes, sûrement construite là par un architecte ou un soldat automatique avec une idée parfaite de la planification stratégique. Le fort a une vue dégagée sur le désert où nous nous tenons en contrebas et est suffisamment en retrait pour que les terres environnantes agissent comme une sorte de bouclier naturel. C'est le point d'étranglement parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Churchill lui-même serait impressionné. Selon Blake, le style et l'architecture sont en effet révélateurs de l'Empire ottoman, qu'ils soient arabes ou nord-africains. Les trois tourelles avant s'élèvent imposantes au-dessus du reste du complexe, leurs fenêtres sombres et ne révélant pas leurs secrets étonnamment, et heureusement aussi il n'y aura pas besoin de s'inquiéter de l'escalade. TK nous a indiqué un ensemble de marches creusées dans les montagnes elles-mêmes. Elles sont assez raides mais elles devraient sûrement battre l'alternative car il est tard. Nous installerons le camp ici à la base ce soir et le matin nous emballerons toutes nos provisions et ferons l'ascension jusqu'au fort lui-même. Je dois admettre que le sentiment que j'avais dans le désert il y a 2 nuits reste en fait. Il semble presque plus fort d'une certaine manière, mais avec l'excitation palpable parmi nous tous, je refuse de laisser cela gâcher l'ambiance. Ce sera stocké dans les recoins de mon esprit. Demain nous commençons à faire un pas vers l'histoire et peut être la fortune. Samedi 28 juin 1952. J'écris de l'intérieur de la cour centrale du fort lui-même. J'avais raison dans mon évaluation que ce serait une montée raide, mais à part quelques égratignures parmi toutes les articulations ensanglantées subies par Saint, nous avons atteint le sommet sans incident de là. Nous avons trouvé un chemin déjà fait où il est presque caché par les sables toujours balayés, mais la rampe en bois fissuré qui marquait le bord de la falaise a montré le chemin. Après une randonnée d'environ un quart d'heure, nous nous sommes retrouvés à une porte qui marquait le bord extérieur du complexe. Le sommet était entouré de barbelés et une porte déverrouillée était à moitié ouverte devant l'USS ROR. Pensant que nous ferions mieux de la fermer derrière, nous sommes entrés dans un poste de garde voisin et avons abaissé une barrière pour empêcher quiconque d'entrer. Lorsque nous étions dos tourné, nous avons grimpé un chemin escarpé jusqu'à l'avant du fort lui-même aux portes. Avant, nous avons découvert une relique de la Première Guerre mondiale, un char d'assaut français vidé à moitié enterré dans le sable. La tourelle nous faisait face dans le sens inverse de la route que nous empruntions et je me demandais à la fois comment elle était arrivée ici et à quoi elle servait. Après un dernier regard sur l'armement, nous avons poussé l'une des 2 portes colossales en bois et sommes entrés dans le fort. Nous nous sommes retrouvés à l'intérieur d'une vaste cour qui s'étendait devant nous des 2 côtés. À droite, il y avait ce qui semblait être une sorte de cour plus petite, agrémentée de quelques petits buissons et de palmiers dattiers qui s'y dirigeaient. J'ai découvert que l'extrémité de ce petit espace était une fontaine, une pompe rouillée installée dans le coin arrière. J'ai tendu la main, j'ai recueilli de l'eau de la fontaine et je l'ai portée à mes lèvres. L'eau avait un goût quelque peu stagnant, mais sinon, elle était bonne. J'ai tendu la main et j'ai actionné la pompe. J'ai constaté qu'elle fournissait facilement de l'eau fraîche. En tournant, j'ai trouvé Moretti à côté de moi. Il a souri. C'est un jardin d'eau, eh bien, cela résout tous les problèmes de manque d'eau. Il doit y avoir un lac ou une rivière souterraine quelque part sous nous. J'étais d'accord avec lui et après un dernier regard autour de nous sur la scène paisible, nous sommes retournés vers les autres après leur avoir raconté notre découverte. Nous avons déposé nos provisions et avons commencé en groupe à explorer car à côté du jardin d'eau, il y avait 2 bâtiments principaux à l'intérieur du fort. Le plus grand bâtiment, selon le panneau en bois branlant accroché près de la porte d'entrée, déclarait qu'il s'agissait des quartiers d'habitation, tandis qu'un deuxième bâtiment en contrebas était désigné comme l'arsenal. Après une petite délibération, nous avons choisi d'entrer dans le bâtiment principal en premier. L'intérieur a montré que la nature avait fait des ravages sur les poutres du fort qui s'étaient effondrées de leur niveau supérieur et que le sable s'était élevé en petits monticules nous obligeant à naviguer autour des débris. Le reste des quartiers était à peu près dans le même état, bien qu'avec beaucoup plus de signes de vie, des oreillers, des tapis et d'autres meubles étaient présents. Il y avait aussi beaucoup de bougies et de lampes suspendues point des poutres au-dessus desquelles nous avons allumé. En passant, nous avons localisé la salle radio qui, j'ai remarqué avec un pincement au genou, avait été vandalisée. La radio et les machines télégraphiques avaient été détruites. Clairement, quelqu'un n'avait pas voulu que quiconque envoie des messages ou des appels à l'aide, ce qui a aggravé la scène. Ce sont les signes évidents de lutte qui étaient toujours présents dans tout le bâtiment. Certains membres du groupe ne l'ont pas remarqué. Mais j'ai vu que Saint et ROR ainsi que moi-même, les 3 qui avons vu le plus de combats dans nos vies, les chaises renversées, les couvertures émiettées, le verre brisé et le bois,
Tout cela racontait une histoire et c'était une histoire qui a fait ressurgir un sentiment de terreur dans mon esprit et pire encore, la sensation des yeux sur moi était à un niveau fiévreux alors que nous avancions à travers ma tête se balançait comme un hibou regardant non seulement les ombres mais aussi les chevrons à un moment donné, alors que je rapprochais l'arrière du groupe, j'ai senti comme si des doigts avaient glissé le long de ma nuque et mon pouls s'est accéléré. Ma respiration devenant superficielle alors que je me figeais sur place, la terreur remplissant chaque fibre de mon être, je me suis mis à tourner autour et je n'ai trouvé personne. Tout ce que j'entendais était le léger craquement du bâtiment et le sifflement du vent dehors. Ne voulant pas rester seul, je me suis précipité après les autres. Après avoir quitté le quartier principal ERS et avec la lumière du jour déclinant rapidement, nous avons fait un passage rapide à travers l'arsenal où nous avons découvert une scène horrible dans la prison de Ford. Nous avons découvert les restes d'un homme vêtu d'un des vieux uniformes qui le désignait comme faisant partie de la Légion étrangère française. Son corps semblait se recroqueviller dans le coin le plus éloigné de la cellule, loin de tous les barreaux. Encore plus étrange, Samir a souligné qu'il s'était enfermé à l'intérieur. Un trousseau de clés pouvait être vu par la main du cadavre desséché. D'après ce que nous pouvions dire, l'homme n'était pas mort d'aucune blessure non plus. Moretti a résumé: il a dû périr de faim ou de soif. Nous nous sommes retirés dans la cour après où nous avons installé un camp dans le jardin d'eau. Pour cela je suis éternellement reconnaissant, bien que les quartiers d'habitation puissent offrir plus d'abri contre les éléments que les tentes. Je ne pourrais pas fermer l'œil à l'intérieur. Je me sens constamment sur les nerfs après ce qui a été vu aujourd'hui et je prie le Seigneur qu'avec le temps, ils s'effaceront de la mémoire et j'ai toujours l'impression que nous sommes observés. En fait, le sentiment est plus fort que jamais, comme si ce qui fait l'observation était presque directement au-dessus de nous, nous fixant du regard. Je me demande si le sentiment a quelque chose à voir avec le cadavre dans la prison de l'Arsenal. Après tout, qu'est-ce qui pourrait conduire un homme à une telle terreur qu'il préfère faire face à une mort lente par manque de nourriture et d'eau plutôt que peut-être, j'espère, ne jamais découvrir ni où le reste des soldats a disparu. J'espère que nous pourrons trouver le trésor de la fable rapidement et partir de cet endroit. Autant que j'aime l'aventure, j'ai hâte d'être de retour dans la chambre de ma maison à Maiden. Et de lundi 30 juin 1952, 2 jours se sont écoulés depuis ma dernière entrée. Nous avons continué à travailler pour localiser tout indice du trésor, mais je n'ai trouvé aucune trace de lui nulle part dans le fort. Je commence à penser qu'il n'a peut-être jamais existé. Tali essaie de nous remonter le moral, mais je peux le sentir commencer à se lasser comme le reste d'entre nous. Le sentiment d'appréhension qui est suspendu au-dessus de ma tête comme un nœud coulant semble s'être répandu parmi l'expédition. Je le vois sur tous leurs visages. Il s'est intensifié lorsque nous avons trouvé d'autres signes d'une lutte autour du fort, des marques d'ongles gravées dans les murs comme si quelqu'un avait été traîné, des douilles de munitions vides et plus encore je vois se balancer de manière erratique comme s'ils avaient envoyé quelqu'un près d'eux. J'ai surpris Samir, TCK et Corin blottis l'un contre l'autre, chuchotant doucement l'un à l'autre. Quand je me suis approché en entendant des mots sur le départ prononcés, ils se sont redressés et m'ont lancé un regard étrange avant de s'éloigner rapidement. Je trouve aussi que Blake a tendance à rester près de moi maintenant. Elle dit que c'est parce qu'elle se sent plus en sécurité avec un autre de Grande-Bretagne, mais je sais qu'il y a une raison plus profonde qu'elle n'admettrait pas. À l'époque de la guerre, mon sergent m'avait dit que la paranoïa est l'une des forces que l'homme atterre le plus rapidement. Je crois qu'il a raison. Mardi 1er juillet 1952, nous sommes coincés pendant la nuit. Je me suis réveillé en entendant un bruit de fracas tonitruant, mais dans l'obscurité je ne savais pas ce que c'était. Quand le jour s'est levé, nous sommes partis vers les marches qui descendent vers les Land Rover. Nous avons constaté que pendant la nuit quelque chose avait fait céder la grande partie d'entre eux, que ce soit une fissure dans la roche qui a provoqué le glissement de terrain d'une certaine sorte. Peu importe, la section est trop vaste pour pouvoir sauter en toute sécurité d'un espace de plus de 200 pieds. Et sans corde nous ne pouvions pas descendre. Nous sommes coincés à des centaines de pieds au-dessus du sol du désert sans aucun signe de personne nulle part. Heureusement, et nous a informé par l'intermédiaire de Samir qu'il croyait étant enfant avoir vu un chemin plus bas sur la crête. Après une rapide délibération, il a été décidé que Samir avec ROR partirait et essaierait de le trouver. Les armes que nous avions apportées ont finalement été séparées de nos fournitures et les deux hommes ont reçu un pistolet chacun avec une petite réserve de munitions supplémentaires et 2 torches. Ils ont dit qu'ils le feraient essayer de revenir à la tombée de la nuit s'ils ne trouvaient pas de moyen de descendre. C'est le crépuscule maintenant et ils ne sont pas revenus. Je crains qu'ils aient glissé et soient morts, ou pire, qu'ils aient réussi à descendre et à s'enfuir, alors que j'ai peut-être déjà travaillé avec ROR et entendu de bonnes choses à propos de Samir. Dans une situation comme celle-ci, même les hommes les plus rationnels peuvent faire de mauvaises choses. J'attends, je pensais avoir entendu quelque chose. Le silence est retombé sur le fort, mais pendant une seconde, alors que le vent tombait, j'ai presque juré avoir entendu un craquement au loin, 2, 3 fois, puis plus rien, mais cela semblait trop faible pour être des coups de feu. Ça ne peut pas être le cas. J'espère qu'ils reviendront bientôt. Mercredi 2 juillet 1952, Samir et ROR ne sont jamais revenus à l'aube. Je me suis porté volontaire pour essayer de partir à la recherche d'eux. Blake a demandé à m'accompagner, tout comme Corin qui a dit que s'ils s'étaient blessés, ils auraient besoin de son entraînement. Alors en rassemblant la trousse médicale, nous nous préparions à partir lorsque Moretti nous a arrêtés. « Je veux que tu prennes ceci, dit-il en fouillant dans un sac de provisions,
Il en sortit le fusil de chasse que j'ai immédiatement reconnu comme un Winchester modèle 1897 et en me le tendant. Il en sortit également une boîte de cartouches et les passa à Blake qui les plaça dans un sac. « Soyez prudent et que Dieu soit avec vous », dit-il. J'ai hoché la tête et tenant fermement le pistolet à deux mains, nous sommes tous les trois sortis du fort et après avoir localisé 2 séries d'empreintes de pas, nous nous sommes mis à les suivre. Aucun de nous n'a dit un mot alors que nous suivions le sentier, devant parfois contourner les rochers et passer par des sentiers étroits et traîtres dans ce que j'espérais qui mènerait à nos compatriotes, nos amis, mais à mesure que nous continuions, les empreintes semblaient continuer sans fin. J'ai commencé à avoir l'impression que nous étions tous les trois comme eux, apparemment glissés dans une réalité alternative où nous serions piégés pour toujours seuls. C'est à ce moment-là que nous avons découvert la fin des traces. Je ne veux pas dire qu'elles menaient à un chemin vers le bas ou même au bord de la falaise, mais plutôt que les 2 séries se sont arrêtées. Au milieu d'un espace ouvert dominé par des falaises basses derrière nous, cela n'a aucun sens, dit Corin en regardant autour de lui, où diable étaient-ils allés? Aucun de nous ne pouvait lui répondre, mais alors que je concentrais le gain sur les pistes, j'ai remarqué 2 petits détails que je n'avais jamais vus auparavant, ce qui a fait battre mon cœur plus vite dans ma poitrine. Le premier était que les pas étaient si étrangement et en rythme les uns avec les autres qu'ils ont soudainement commencé à danser de manière erratique les uns autour des autres, presque comme si les hommes s'étaient mis à tourner sauvagement en regardant dans toutes les directions. Le deuxième était l'éclat du laiton que j'ai vu caché dans le sable. J'ai tendu une main et en époussetant la couche supérieure qui s'était déposée dessus la nuit précédente, je me suis retrouvé à regarder plusieurs douilles de balles usagées. Il y en avait environ 3 ou 4, toutes agglutinées comme si quelqu'un avait vidé un revolver sur place. J'en ai pris une et je l'ai roulée dans mes doigts. Le soleil brûlant la rendait presque trop chaude pour la manipuler, mais j'ai immédiatement pu dire qu'elles étaient fraîches. La fatigue et la peur ont commencé à me transpercer les entrailles. Quelque chose s'était produit ici. C'est à ce moment-là que j'ai entendu Blake. Haletant, me retournant, je la trouvais fixant une section de mur derrière et à notre gauche, une section qui avait été obscurcie par un surplomb avant que son visage ne devienne aussi blanc qu'un drap et ses yeux écarquillés comme des sorcières avec une main tremblante. Elle désigna quelque chose et j'ai mis 3 mots mère de Dieu. Une seule tache de sang remonta la paroi rocheuse. Ce n'était pas beaucoup mais c'était suffisant pour transformer ma terreur en une terreur totale cambrant rapidement. Mon cou, je pouvais voir où cela menait mais il était évident que son propriétaire avait été traîné vers le haut et d'une manière violente. Instantanément j'ai levé le fusil de chasse sentant mes mains devenir froides et moites. BL et Corin se sont blottis derrière moi alors que nous regardions rapidement autour de nous à la fois le surplomb au-dessus de nous et plus loin sur le chemin. Tout ce que j'ai n'entendait que le sifflement du vent, rien de plus, et ce seul fait me terrifiait au plus haut point. Ce sifflement, ce silence, tout semblait contenir une menace. C'était maintenant un prélude à quelque chose d'horrible à venir. Les émotions se faisaient silencieusement sentir aux autres qui commençaient à reculer derrière moi, alternant la visée du fusil de chasse entre la zone au-dessus de nous et devant nous, essayant de ne pas faire de bruit. Nous avons lentement commencé à retourner au fort en nous retirant. Je jure que j'ai cru entendre le petit bruit de craquement des cailloux en mouvement. J'ai cru voir un léger flou de mouvement juste au-delà de ma ligne de vue. Mon cœur battait la chamade et ma bouche était devenue sèche comme du coton. À mon époque, pendant la guerre, j'avais été témoin de nombreux spectacles horribles, de nombreuses atrocités, plus d'une fois. J'étais sûr que j'allais mourir et je jure sur l'âme de ma sœur que je ne me suis jamais senti aussi terrifié qu'à ces moments-là. Mais maintenant le fusil commençait à trembler, malgré le sentiment que ceux qui avaient pris Samir et ROR se cachaient juste au-delà de notre champ de vision. Nous sommes revenus au fort. Sains et saufs dès que nous fûmes à l'intérieur, je laissai tomber le fusil de chasse au sol et je trouvai ce qui devait être la planche pour barricader les portes. Je la ramassai et la claquai en place dans les grands crochets métalliques, ce qui fit que les autres sortirent en courant du jardin d'eau en exigeant de savoir pourquoi nous les scellions à l'intérieur. Corin se tourna vers eux alors que nous terminions, ses yeux fous et son visage cendré dans la lumière déclinante. Parce que Samir et ROR sont morts, c'est pourquoi son-on claqua les mots chez soi et je vis des regards horrifiés traverser les visages de tout le monde, même ceux de T, même s'ils ne pouvaient pas nous comprendre très bien, essayant de rester calme. Je m'avançai, avec autant de clarté rationnelle que possible, j'expliquais avec une clarté cristalline tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions rencontré. Alors que je terminais, un silence de mort s'installa sur nous tous. À ce moment-là, tout ce que nous pouvions entendre était le vent qui s'était maintenant élevé d'un sifflement à un hurlement. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon et il projetait des ombres étranges sur la cour du fort. Personne n'osa parler alors que les implications de nos situations difficiles s'imposaient jusqu'à ce que je commence à j'entendis un faible gémissement pendant un moment. Je ne pus discerner d'où il venait, mais en regardant autour de moi,
je réalisai qu'il venait de Tarak. L'Algérien avait l'air, si possible, pétrifié à mort et au-delà de son visage, il avait l'expression de quelqu'un qui venait d'être condamné à mort. Le vin s'intensifia et il se mit soudain à babiller, prononçant rapidement des phrases. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. T demanda Moretti, connaissant un peu l'arabe, leva la main pour le faire taire et s'avança en posant une question à l'homme paniqué. En réponse, TCK babilla encore un peu et après un moment, je vis les sourcils de Moretti se froncer de confusion. Il posa une autre question et reçut une autre réponse paniquée. Thalys avança, qu'a-t-il dit ? Dites-moi, s'il vous plaît. Moretti continua de regarder TK pendant un moment, puis se tourna vers nous. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il dit qu'ils sont dans les montagnes, ils chassent dans les montagnes et le père et le grand-père de Hao l'ont averti de rester loin d'ici. Soudainement et sans avertissement, TK se retourna et se précipita vers les quartiers d'habitation du fort. J'ai vu Moretti commencer à faire un pas après lui mais s'est arrêté. Nous avons regardé l'homme claquer son épaule dans la porte se précipitant à l'intérieur et la claquant derrière lui. Heureusement nous ne l'avons pas entendu se verrouiller. Après un moment, Thalys est retourné vers nous. Il a pris une profonde inspiration profonde. Bon, tout le monde, nous avons besoin d'un plan. Les mots de l'homme ont semblé nous encourager et nous avons rapidement et tranquillement commencé à parler entre nous. Nous avons décidé qu'il n'était plus sûr de rester dehors. Suivant les pas de T, nous nous abriterions la nuit dans les quartiers d'habitation, nous barricadant à l'intérieur. Nous essaierions également de réparer la radio cassée pour essayer d'envoyer un appel à l'aide. Blake, en plus d'être un archéologue, était également compétent dans la réparation de matériel. Nos plans mis en œuvre, nous avons pris nos fournitures dans les tentes et sommes entrés à l'intérieur et maintenant nous nous blottissons tous en essayant de dormir à tour de rôle dans l'une des principales chambres à lit superposé. Blake dort à côté moi, je peux l'entendre se retourner avec inquiétude pendant que j'écris. Karine fait la même chose à quelques pas de la salle. Moretti patrouille dans les couloirs du bâtiment avec 2 de nos 4 armes restantes. Tali tient la 3e et en attendant j'ai échangé le fusil de chasse de Moretti contre un pistolet à moi. Je sais que je devrais essayer de me reposer. Mon propre quart de patrouille aura lieu dans quelques heures. Pourtant je ne peux pas, j'ai l'impression que mes rêves seront pires en voyant ce qui est arrivé à Samir et ROR, les voir entraîner vers un destin. Je sens que c'est une bénédiction de ne pas savoir et je suis terrifié à l'idée que si je ferme les yeux je les rouvrirai pour trouver quelque chose qui me regarde à moitié caché dans l'ombre de la lumière terne de la lampe au-dessus de nos têtes, prêt à bondir et à mettre fin à mon existence dans une ampoule de douleur et d'horreur. Dieu s'il vous plaît sauvez-nous. Jeudi 3 juillet 1952. J'écris aujourd'hui avec ce qui semble être pour la première fois depuis une éternité un brin de bonne nouvelle. Blake a fait une première inspection de la radio et des télégraphes et est arrivé à la conclusion que même s'il prendra une petite quantité du temps, les dégâts causés aux deux sont dans ses moyens de réparer. Elle nous a dit qu'il faudrait, avec une combinaison de fournitures trouvées dans les quartiers d'habitation et de nos propres sacs, un maximum de 2 à 3 jours pour les ramener à Sneuf. Je peux également signaler que pendant la surveillance de Saint et Moretti ainsi qu'accompagnés par Corin, nous n'avons vu et entendu aucune trace de ce qui se trouve là-bas. Je ne me fais aucune illusion qu'ils aient pu partir, bien que toute la nuit je pouvais sentir leurs yeux sur le fort, surtout quand je passais devant la fenêtre. Plusieurs fois je m'arrêtais devant eux en tournant la tête et en plissant les yeux dans l'obscurité. Bien sûr je ne voyais rien mais les cheveux qui se dressaient sur mes bras à chaque fois m'ont assuré que si la nuit avait pu se retirer et permettre au secret de se cacher, d'être visible, j'aurais été témoin d'un vue à la fois glaçant et aimable dans son apparence. Dans le passé, j'aurais souvent souhaité que Dieu nous ait donné la vision nocturne dont les grands prédateurs étaient dotés, mais maintenant je suis plus que reconnaissant qu'il ne l'ait pas fait pour la plupart. Nous sommes restés à l'intérieur des quartiers d'habitation, ne nous aventurant à l'extérieur que pendant de brèves périodes pour aller chercher de l'eau dans le jardin d'eau. La peur et la tension ressentie en le faisant sont suffisamment palpables pour trancher avec un rasoir ensanglanté, d'autant plus qu'il se trouve directement à côté du mur principal du 4e. Quand c'était mon tour de remplir nos encens, ma tête a pivoté sur mon cou, un peu comme un hibou qui tourne dans tous les sens, et j'ai senti que si je permettais même une seconde de détourner le regard d'un endroit particulier, je me retournerais pour trouver la dernière chose que je verrais jamais en me regardant dans les yeux. Heureusement, en raison du matériau avec lequel le fort a été construit ou de sa position contre les montagnes, l'intérieur est resté relativement frais même lorsque le soleil de midi battait, au point que je pouvais voir de près et au loin l'air lui-même scintiller à cause de la température. Je dois mentionner une chose, depuis que TK s'est enfui à l'intérieur du bâtiment l'autre jour, il refuse d'essayer de nous aider de quelque façon que ce soit lorsque Moretti le lui demande. Tout ce qu'il fait, c'est secouer la tête et répéter les mots qu'il nous a dit l'autre jour, les mots sur ceux qui vivent dans les montagnes, avant de se retirer dans un placard de fourniture. Il y reste, ne sortant que brièvement pour chercher de la nourriture ou de l'eau avant d'y retourner. Une autre chose importante à noter, comme nous avions du temps libre, je l'ai utilisé pour explorer davantage les quartiers d'habitation en vérifiant minutieusement chaque boîte de verrouillage et chaque cas de fourniture pour tout ce que nous pourrions éventuellement utiliser. Dans la plupart des cas, je n'ai trouvé que des fournitures médicales et dans les niveaux supérieurs du bâtiment, 2 canons avec des fusibles, de la poudre à canon et une demi-douzaine de boulets de canon.
Cependant, en explorant davantage les zones supérieures, j'ai trouvé une boîte de verrouillage en métal qui, après avoir cassé la serrure en H avec la crosse de mon revolver, contenait 2 pistolets lance-fusées à l'intérieur de chacun, une seule fusée déjà chargée à l'intérieur, sans aucun signe de fusée supplémentaire à proximité. Je les ai montrés à Moretti et aux autres qui ont convenu qu'ils devraient être rangés pour être utilisés si un signe de vie était repéré dans le désert en contrebas. C'est peut-être ce qui finira par sauver nos Hide. Tali a dit le soleil se couche maintenant et avec la descente du soleil orange presque rouge sang à l'horizon, j'ai l'impression que toute la sécurité que nous ressentions à la lumière du jour disparaît sous mes yeux. Je prie pour que nous survivions à la nuit du vendredi 4 juillet 1952. Les cris. J'ai du mal à mettre de l'encre sur le papier. L'horreur et le choc que je ressens ce matin, mais je dois le faire, ne serait-ce que pour essayer de préserver la raison qui fuit et qui semble presque s'accrocher précairement à moi. La nuit dernière, Saint et moi avons été chargés de prendre la première garde en patrouillant dans les couloirs et les chambres jusqu'à 1h30 du matin, heure à laquelle nous nous réveillerions et serions relevés par Moretti et Corin. Saint portait le fusil de chasse tandis que je restais avec mon pistolet. Lentement et silencieusement, nous avons traversé le bâtiment se réunissant de temps en temps pour confirmer qu'il n'y avait aucun signe de problème et en passant la tête dans la chambre pour vérifier les autres, le seul son que l'on pouvait entendre, à part le sifflement du vent et les craquements de l'ancien bâtiment, était le léger tic-tac de la montre à mon poignet. Marche imparable semblait m'apporter un peu de réconfort, c'est quand je l'ai entendu au début que je ne pouvais pas identifier le son, il était trop loin et trop étouffé pour bien le distinguer, il continuait à peine. Le vent était presque complètement emporté, mais alors que le moment se prolongeait en minutes, j'ai réalisé qu'il devenait lentement plus fort, ce qui signifiait que quoi que ce soit, il se rapprochait, sentant mon cœur commencer à battre la chamade dans ma poitrine. J'ai levé mon revolver et tiré le chien, mes yeux s'efforçant de voir dans l'obscurité. Le son a continué d'augmenter en volume et pendant un instant, je me suis figé. Pendant un instant, je l'avais presque reconnu. Un frisson m'a traversé alors que je serrais fermement le rebord de la fenêtre d'une main, l'autre tremblant légèrement alors que je visais le pistolet dans le noir. C'est à ce moment-là qu'une main est tombée sur mon épaule. J'ai failli sursauter. De ma peau se tordant pour trouver Saint debout à côté de moi, le fusil de chasse levé vers le plafond dans sa main libre et un regard intense sur son visage. Il m'a regardé. Je l'entends aussi, dit-il simplement en réponse à ma question non formulée. Pendant un autre moment nous sommes restés là tous les deux, tendant l'oreille alors que nous nous tenions près de la fenêtre. Le son a continué à se rapprocher et j'ai senti un autre frisson me traverser. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais j'ai presque juré avoir reconnu le son. Finalement j'ai murmuré à Saint ce que c'est-il et resté silencieux pendant un autre moment, puis j'ai vu son visage pâlir légèrement en reconnaissance, son expression passant de la pierre à clairement énervé hurlant. Il y a eu un autre moment de silence entre nous alors que nous tendions l'oreille. Tous les deux j'ai prié pendant un moment pour qu'il ait tort, mais alors que le vent tombait pendant un moment j'ai senti le sang dans mes veines se transformer en glace alors qu'il redevenait clair. Cette fois c'était bien des cris de plus, la source était indéniablement humaine. J'avais entendu beaucoup trop d'hommes pour les compter crier sur le champ de bataille pendant la guerre, entendu des hommes hurler leurs derniers cris après avoir marché sur une mine terrestre et gisaient en morceaux et saignaient rapidement sur le sol. Il était trop dangereux d'essayer de les récupérer. J'ai entendu les cris des Allemands capturés dans les bunkers alors que les agents se mettaient au travail pour extraire des informations sur eux. Ces cris non seulement rivalisaient avec eux, mais les surpassaient. C'étaient les sons de panique et de douleur les plus horribles que j'ai jamais entendus un être humain. Cela ne ressemblait à rien de moins que si le hurleur était en train de fuir vivant, sentant chaque coupure et chaque pelure de sa peau, puis la terreur que je ressentais s'est aggravée lorsque le deuxième s'est élevé. Un deuxième cri qui s'élevait et retombait à côté du premier, le chevauchant occasionnellement jusqu'à ce qu'il sonne comme si nous entendions les maudites âmes de l'enfer elles-mêmes crier pour être libérées. Ses yeux écarquillés, Saint se tourna vers moi et dit seulement 3 mots réveillés les autres. Bientôt nous étions tous debout près de la fenêtre, chaque expression un miroir de peur sur l'autre alors que nous écoutions le son infernal qui semblait maintenant presque venir de juste au-delà des portes d'entrée scellées du fort. Blake serra la main sur sa bouche, fermant les yeux et s'appuyant contre moi. J'enroulai un bras protecteur autour d'elle, l'attirant près de moi pendant que je regardais les autres. Karine avait l'air sur le point de s'évanouir de terreur. Jésus, Marie et Joseph, il respira. J'ai vu Tali avaler difficilement, mais c'était le regard qui a balayé le visage de Moretti qui a attiré mon attention. C'était un regard de reconnaissance. Il a lutté pour trouver sa voix pendant un moment puis a parlé doucement, sa voix presque perdue dans les cris à l'extérieur. Samir. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Au seul mot qu'il a prononcé, j'ai senti une petite vague de confusion m'envahir, puis si possible j'ai vu le visage de Saint devenir encore plus pâle qu'il ne l'était déjà. Dieu Tout-Puissant, c'est Samir et cet autre rêve. Je me souviens comment ROR a crié en se cassant la cheville il y a quelques années. C'est lui. De nouvelles voix d'horreur nous ont submergés comme la mer alors que l'information s'enfonçait. J'avais été sur la même expédition que les 2 hommes quand ROR s'était cassé la cheville en escaladant un rocher. J'ai prié le Dieu, j'espérais qu'il écoutait.
qu'ils avaient tort, mais au fond de moi je savais qu'ils ne l'étaient pas, je savais que nous étions là dans les cris de nos deux compatriotes perdus. Tali a soudainement commencé à se tourner vers les escaliers menant à l'étage inférieur en tirant son propre pistolet de son étui. Nous devons les aider, il a crié, commençant à sprinter tout aussi vite. Saon et Moretti ont commencé à le poursuivre en lui disant d'attendre, tenant toujours Blake. J'ai secoué la tête pour que la voiture suive et me suit. Précipité après eux, quand nous sommes descendus les escaliers, nous avons trouvé Sain retenant Tali, son visage enragé dans la lumière vacillante de la lampe au-dessus. Lâchez-moi, bon sang, il a crié en essayant de donner un coup de pied à l'homme plus grand pour se libérer. Moretti s'est penché en avant vers lui. Utilise ton cerveau. Espèce d'idiot, il y a une raison pour laquelle ça vient juste à l'extérieur du fort, c'est eux qui que ce soit ou quoi que ce soit là-bas veut que nous sortions, c'est un piège. Tali a encore donné un coup de pied à Sain, mais cette fois il était plus faible. Tu ne sais pas qu'il a protesté. Ils auraient pu se battre pour revenir sans ce coup à la tête après ce que Liam et les autres ont trouvé. Non, ils ne pouvaient pas, surtout pas après 2 jours. Je suis désolé, M. Tali, mais Alessandro a raison, il compte sur nos émotions pour prendre le dessus sur nous, c'est conçu pour nous attirer à l'air libre. Tali ferma les yeux et détourna la tête presque dans le déni de ce que j'avais réalisé être vrai moi-même, mais je pouvais voir les mots s'enfoncer. Il s'est lentement affaissé, serein, libérant l'homme et le laissant s'effondrer au sol, tirant ses genoux vers lui et enroulant ses bras autour d'eux, debout dans le couloir étroit. Nous avons tous écouté les cris de nos 2 amis continuer dehors pendant quelques minutes, puis comme il a commencé à sentir comme si les sons nous rendraient tous fous, ils commencèrent lentement à s'éloigner, les cris s'affaiblirent, le bruit du vent commença à le masquer à nouveau, jusqu'à ce que nous ne puissions plus l'entendre du tout. Pendant un moment, personne ne bougea. Je jetai un coup d'œil à ma montre, voyant qu'il était 3h moins le quart du matin. Je n'avais pas réalisé combien de temps cette épreuve terrifiante avait vraiment duré. Finalement, Tali se leva, il refusa de croiser le regard d'un autre homme et remonta furtivement à l'étage. Karine le suivit de près. J'éprouvais de l'inquiétude à ce que je vis dans les yeux du deuxième homme, le regard ressemblait à celui d'un animal acculé et révéla qu'il était proche du bord. Bientôt, nous étions tous retournés au niveau supérieur. Moretti me soulagea de ma montre et m'ordonna d'essayer de me reposer, mais le sommeil est la dernière chose que je pense pouvoir obtenir en ce moment, pas quand l'horreur de ce que nous avions vécu est encore si fraîche dans mon esprit. Blake a réussi à s'endormir, même si je peux deviner ses rêves dans Nightmares par la façon dont elle gémit et se tortille sur son CAU, alors j'écris sans savoir quoi d'autre. Est-ce que je prie pour que le soleil levant vienne bientôt et bannisse le petit goût de l'enfer dont j'ai été témoin ce soir? Une dernière chose que j'ai seulement remarqué une fois que nous sommes revenus de l'étage, mais pas une seule fois pendant toute l'épreuve ne nous a rejoints, je l'ai seulement vu quand nous sommes revenus à l'étage jetant un coup d'œil hors du placard pour nous regarder avec de grands yeux. Le regard sur son visage est un de ceux dont je me souviens bien, des tentes médicales sur les visages des soldats blessés qui savaient qu'ils étaient sur le point de mourir. C'était le regard d'un homme qui s'est résigné à son sort. Samedi 5 juillet 1952. Quoi que vivent ces montagnes maudites, cela ne nous permettra pas de lancer un appel à l'aide. Blake a fini de réparer la radio et le télégraphe aujourd'hui. Pendant quelques instants nous nous sommes accrochés à un petit morceau de soulagement comme une victime de naufrage à une bouée de sauvetage. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle alors qu'elle commençait à envoyer un appel de détresse réglé sur la bonne fréquence. Quelque chose nous a répondu, mais pas ce que nous avions espéré. Presque aussitôt qu'elle a appuyé sur le bouton de transmission, un son s'est échappé des haut-parleurs. Au début c'était trop faible pour être compris, mais il a vite grandi intensité jusqu'à ce que nous puissions clairement le reconnaître. Des voix chuchotantes, des dizaines d'entre elles ou plus, toutes chuchotant dans une langue qu'aucun d'entre nous ne pouvait déterminer ou comprendre. Ce n'était pas l'arabe, je doute que ce soit une langue qu'un humain ait jamais parlé depuis des millénaires, voire jamais. Le son, peu frisson après frisson, me remontait le dos. Je pouvais voir des regards horrifiés sur les visages des autres. Les chuchotements ont continué, bientôt rejoints par des cris, et je jure que j'ai entendu Samir et ROR crier parmi les autres les mêmes cris que nous avons entendus l'autre soir. Finalement, la radio a semblé s'éteindre complètement. Le cadran lumineux s'est atténué au noir. Peu importe combien Blake a joué avec elle, elle n'a pas pu la rallumer, et à peine s'est-elle tournée vers le télégraphe en utilisant le code mort pour taper un SOS que nous avons reçu une réponse bien plus rapidement que quiconque ne pourrait répondre. Je me souviens de l'expression de confusion sur son visage lorsqu'elle a tendu la main et a tiré le petit morceau de papier de la machine, le portant à ses yeux et le lisant. Quand elle le baissa, elle semblait être au bord des larmes. Que dit-il? Moretti lui demanda doucement. Elle prit un moment avant de répondre, avalant difficilement. Pas d'économie, je me retrouve terrifié maintenant, pas seulement pour ma vie mais mon âme même. Dimanche 6 juillet 1952. Saon est parti. J'ai été réveillé peu avant l'aube par Moretti qui m'a regardé avec une expression qui m'a choqué tout au long de l'épreuve. L'homme avait essayé de rester calme maintenant alors qu'il me tirait sur mes pieds. Je me suis retrouvé à fixer un visage presque paniqué, essayant de garder sa voix égale. Il a expliqué que lorsqu'il n'avait pas vu Sorin croisant son chemin après l'avoir fait 3 fois avant d'être allé chercher l'homme, il a découvert le fusil de chasse appuyé contre le mur près d'un des canons sans aucun signe de lui. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas un seul signe de lutte. C'était comme s'il avait été pris en embuscade et simplement soulevé et hors du monde avec une éclaboussure
De sang ou un cri, il m'a tendu le fusil de chasse en demandant moi pour aider à sécuriser le bâtiment avec lui rapidement et avec les yeux inquiets des autres se tournant vers nous alors qu'il se réveillait. Nous avons balayé les quartiers d'habitation, nos armes prêtes et les yeux scrutant tout autour. À ma grande consternation, nous avons découvert que la porte de la cour était toujours verrouillée de l'intérieur, indiquant que Saint n'était pas sorti, ce qui signifiait que tout ce qui lui était arrivé était arrivé ici. Chaque ombre projetée par les bougies et les lampes vacillantes semblait maintenant menacer toute sécurité que nous ressentions à l'intérieur, arrachée comme une couverture préférée d'un enfant. Je voulais dire que mes yeux me jouaient des tours, mais je crains qu'en me déplaçant dans les quartiers d'habitation, mes yeux aperçoivent de temps en temps quelque chose se déplaçant rapidement et silencieusement parmi les chevrons au-dessus de nos têtes, ne s'arrêtant qu'un instant pour nous regarder avant de disparaître de la vue. Une fois que l'or s'est cassé et malgré la porte verrouillée, nous avons quitté les quartiers d'habitation et sommes sortis dans la cour. Nous n'avons toujours trouvé aucune trace de l'homme et les portes d'entrée étaient toujours barricadées. Nous avons fait un passage rapide à travers l'armurerie, ne trouvant toujours rien avant de nous arrêter rapidement pour remplir nos sens. Bien que l'eau ne soit évidemment pas un problème, nous allons bientôt commencer à manquer de nourriture, mais je crains que ce ne soit pas la famine qui sera la fin de nous. Dimanche 6 juillet 1952 avenant, les cris sont de retour. Ils sont venus juste après la tombée de la nuit. Il fait toujours aussi sec et les cris résonnent presque exactement comme avant, seulement maintenant j'entends les cris profonds de Saint parmi eux. Dieu, je ne veux pas mourir ici, je ne veux pas que mon sort soit le leur. Maintenant lundi 7 juillet 1952, T est mort au début quand nous nous sommes réveillés. Rien de nouveau ne semblait anormal, le même craquement du bâtiment pouvait être entendu mais rien de plus ne criait le changement jusqu'à ce que j'aille essayer d'apporter de l'eau et de la nourriture à l'Algérien. J'ai trouvé la porte du placard de ravitaillement grande ouverte et quand j'ai uriné à l'intérieur, elle était vide. Sentant la tension jaillir soudainement de mon corps, je me suis retourné et j'ai commencé à appeler pour l'homme qui attirait l'attention de Moretti et Teki était en patrouille. Une fois que je leur ai montré le placard vide, nous trois avons découvert que tous appelaient le nom de l'homme et Moretti appelant ce qui devait être des mots apaisants en arabe, mais il n'y a eu aucune réponse à part l'appel confus de Corin et Blake alors qu'ils se réveillaient et nous rejoignaient. C'est à ce moment-là que j'ai vu la porte d'entrée ouverte, la vue de la porte du salon grande ouverte ondulant doucement dans la brise et montrant le sable à l'extérieur. Le soleil commençant à se répandre dessus m'a rempli d'un sentiment d'effroi. Rapidement j'ai appelé les autres et après une rapide discussion, Moretti et moi sommes sortis tandis que Tali fermait et verrouillait la porte derrière nous. Nous avons instantanément repéré une série d'empreintes de pas dans le sable s'éloignant du bâtiment vers le centre de la cour. Nous les avons suivis voyant qu'ils s'arrêtaient près des marches de l'armurerie comme si l'homme avait envisagé de courir vers elle avant de se retourner et de se diriger vers les portes d'entrée du fort lui-même. Même d'ici je pouvais voir que le panneau avait été abaissé. Il gisait maintenant à moitié dangereux sur le sol et l'une des grandes portes en bois avait été légèrement ouverte serrant fermement le fusil de chasse. Nous deux avons bougé et regardé dehors. Rien ne bougeait. Dans le silence et à part le vent, aucun bruit ne pouvait être entendu. Je l'ai regardé et il a fait un bref signe de tête avant de sortir. Instantanément je me sentais beaucoup plus vulnérable sans les bâtiments autour de moi, tout comme lorsque j'étais parti à la recherche de Samir et ROR. Mes mains sont devenues froides et moites et j'ai regardé nerveusement les zones encore sombres autour de nous. Tous les sens étaient en alerte. Nous avons suivi les empreintes de pas de l'homme alors qu'il continuait d'avancer et avec un sentiment d'enfoncement j'ai réalisé qu'il se dirigeait vers le bord de la falaise. Moretti semblait l'avoir réalisé aussi et je l'ai vu faire quelques pas en avant, poser une main sur la rampe en bois branlante et regarder par-dessus le côté. Pendant un moment il n'a rien dit puis il a fermé les yeux. Putain de vite fait, je me suis précipité à ses côtés et j'ai regardé. Un petit sentiment de vertige m'a submergé et je me suis senti étourdi en regardant la chute verticale, mais j'ai instantanément aperçu ce que l'autre homme avait vu. Le corps de T gisait loin en dessous de nous, ses bras et ses jambes écartés dans différentes directions. Du sang cramoisi brillant giclait autour de son corps. Même d'ici je pouvais dire qu'il n'avait pas atterri sur le sable mais s'était plutôt écrasé contre l'un des rochers au pied de la falaise. L'homme avait sauté et s'était suicidé. J'ai murmuré une prière silencieuse pour l'homme espérant que Dieu aurait pitié de lui pour un péché aussi terrible. Puis j'ai regardé Moretti. Tout ce qu'il pouvait faire était de secouer la tête alors que nous étions là essayant de traiter tout cela. Le bruit derrière nous a fait faire demi-tour. La fosse de sable et de petites pierres détachées étant déplacées instantanément, toutes les pensées de TK ont disparu alors que la sensation des yeux sur nous revenait avec une vengeance. La terreur a commencé à traverser mon système et nous avons visé à peu près partout où c'était possible. Rien ne bougeait maintenant, mais je savais qu'il pouvait sentir que nous étions observés, traqués sans délai. Nous avons couru tous les deux vers le fort. Nous nous sommes précipités à l'intérieur et avons poussé la porte fermée avant de remettre la barricade. Aussi vite que nous nous sommes dirigés vers la porte des quartiers d'habitation en frappant dessus et en criant pour être laissés à l'intérieur. À notre soulagement, la porte s'est déverrouillée révélant H et le visage de Blake alors qu'elle ouvrait la porte. Nous nous sommes précipités à l'intérieur alors qu'elle fermait et refaçait la serrure avant que nous puissions lui dire ce que nous avions trouvé. Elle a pointé du doigt le couloir vers les escaliers. Vous devez voir ceci, dit-elle avant de nous montrer le chemin vers la chambre principale des couchettes. Quelques instants plus tard, nous nous sommes retrouvés au placard de fourniture que T avait caché dans les autres se pressait autour et j'ai remarqué quelque chose que je
n'avais pas vu auparavant dans ma hâte de localiser l'homme. Je n'avais pas remarqué qu'en utilisant un petit pot de peinture noire scellée et un pinceau qui avait été laissé à l'intérieur, il avait écrit quelque chose à la hâte sur le mur en arabe. Tali se tourna vers Moretti lui demandant s'il pouvait le lire. Il resta silencieux pendant un moment, incapable ou peu disposé à répondre, puis il s'est tourné vers nous, son visage grim traduit grossièrement: cela dit que la mort est meilleure que ce que le destin attend ceux qui sont pris. Il fait sombre maintenant, la nuit est tombée à nouveau, bien que heureusement les cris ne soient pas revenus. Tout ce à quoi je peux penser en étant assis ici à écrire est que quoi qu'il y ait là-bas, quoi qu'il nous regarde depuis les ombres ici dans les chevrons, que je sais maintenant que ce n'est pas un tour de mes yeux. Ils jouent lentement avec nous et nous éliminent un par un. Ils ont pris notre plus fort. Aiment d'abord un mouvement stratégique qui révèle leur intelligence et a conduit probablement la seule personne de notre groupe à les connaître, au point qu'il a choisi de se suicider plutôt que de les affronter. Quoi qu'il soit, ils ne s'arrêteront pas tant que nous ne serons pas tous morts. Mardi 8 juillet 1952, je les ai vus, cher doux Dieu miséricordieux. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. J'aurais aimé ne pas avoir décidé de prendre une torche avec moi quand j'ai été réveillé par Tali pour prendre un deuxième quart avec Corin. J'aurais aimé ignorer l'envie que j'avais de me retourner et de regarder par la fenêtre. Je souhaite tellement, mais si les souhaits étaient des chevaux. C'est arrivé juste un peu avant 4 ce matin. Je viens de finir de parler brièvement avec Corin. Depuis hier, je suis de plus en plus inquiet pour le médecin. Quand il a levé son pistolet pour tirer, il n'a même pas eu la chance de tirer un seul coup de feu. La créature l'a percuté, le faisant tomber au sol et en voyant le revolver tomber de ses doigts. La bête m'a regardé et avec une réalisation horrifiée, j'ai reconnu les yeux bleus enfoncés profondément dans les orbites déjà enfoncées, puis agrippant l'épaule de Meta avec une de ses mains griffues, elle a sauté du sol, entraînant l'homme hurlant avec elle alors qu'elle escaladait rapidement le rocher et hors de vue. Nous n'avons pas eu le temps de pleurer ou de traiter quoi que ce soit parce que le reste est venu pour nous. Tout est flou dans ces moments-là, un peu comme à la guerre lorsque l'adrénaline et les réflexes prennent le dessus. Je ne me souviens de rien clairement, je me souviens seulement vaguement des bruits de coups de feu assourdissants alors que nous tirions. Nous pouvions voir le mouvement de la main dans le sac pour des munitions supplémentaires pour Blake et moi-même, le son de nous deux criant et hurlant et les cris de douleur et de rage des créatures alors que nos obus et nos balles claquaient. J'étais vaguement conscient que nous nous dirigions vers le jardin d'eau. Je me souviens du silence où j'ai trouvé Blake et je me suis affalé contre le mur près de la fontaine. Elle m'a rapproché d'elle et elle a coupé de l'eau dans ses mains, l'utilisant pour asperger mon front et couler dans ma bouche. Le liquide béni et rafraîchissant m'a ramené complètement à moi et quand j'ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'après un moment, ils s'étaient tous retirés. Aucun n'était mort même après que nous leur ayons tiré dessus, mais ils se sont quand même retirés. J'ai regardé autour de moi en me demandant un instant si nous avions réussi à les effrayer. Mes yeux sont tombés sur une vision qui a arraché tout espoir qui me restait de mon âme. Le soleil commençait à se coucher dans le ciel. J'ai immédiatement su que la seule raison pour laquelle ils s'étaient retirés était d'attendre que l'obscurité retombe. C'était un mouvement stratégique. Ils attendraient que la nuit nous aveugle, alors qu'ils pourraient encore voir parfaitement, puis ils reviendraient soit pour nous tuer, soit pour nous entraîner comme les autres, comme je l'avais vu, les Buren l'avaient fait à Moretti pour nous rendre comme eux. À ces moments-là, toutes les pensées de survie qui restaient se sont enfuies de moi. Je n'ai rien dit, mais je me suis relevé en regardant autour de moi, puis j'ai regardé Blake. Elle m'a donné un sourire étrange, même encore cela la rendait belle. Je lui ai souri en retour. Finalement elle a soupiré et a repoussé ses cheveux hirsutes derrière son oreille avant de me regarder. Que faisons-nous maintenant? Je ne lui ai pas répondu à la place, j'ai simplement secoué la tête pour indiquer que je ne savais pas. J'ai attendu qu'elle baisse la tête et ferme les yeux, puis avant qu'elle ne puisse les rouvrir, j'ai balancé le canon de mon fusil de chasse et j'ai visé. Je trouve une sorte de paix dans le fait qu'elle n'a jamais su ce qui allait se passer et maintenant que j'ai fini mon récit de tout cela, il ne me reste plus qu'une chose à faire. J'ai refusé de laisser les démons changer plaque en l'un des leurs, autant que je sais que mon âme est damnée en enfer pour le péché impardonnable que j'ai commis contre elle, et c'est là même miséricorde que je vais me donner. Je vais suivre le même chemin que le goudron a pris, je sauterai de la falaise, je ferai face à ma propre mort de là. Main des rochers belles plutôt qu'au destin qui est arrivé aux autres, qui est sans l'ombre d'un doute un pire destin que n'importe quelle mort imaginable. Je prie pour ma propre âme, je prie pour Black, je prie pour Tal, je prie même pour Corin. J'espère que comme le soldat avant lui, c'est la soif ou la faim qui le prend. S'il vous plaît, tenez compte du terrible avertissement que contient ce journal. Tant qu'il y a un trésor au-dessus, vous n'essayez pas de grimper et de le récupérer, vous ne vivrez pas pour dépenser un seul shilling sanglant. Les bêtes d'en haut l'ont réclamé et le pour et le leur, laissez-le être si vous tenez non seulement à votre vie mais à votre humanité et à votre âme même, car si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez face à un destin plus horrible que celui écrit sur n'importe quel ton. Et s'il vous plaît, si vous trouvez cela, faites passer un message à ma sœur à Maiden et dites-lui que je suis désolé, Dieu pardonne-moi.